la phytothérapie selon toutes les hormones. Les 3 hormones vraiment clés, ou 4, sur lesquelles on a une cible d'action, c'est les hormones stéroïdes en particulier, la testostérone, le cortisol, les œstrogènes et la progestérone. Donc, et un peu l'aldostérone avec le réglisse dont on parlera dans un autre cours. Ensuite, il y a bien sûr l'insuline qui fera l'objet de la classroom phyto numéro 9. Et donc, sur tout ce qui est insuline, surpoids, obésité, on va avoir une classroom, mais qui va traiter aussi des plantes en fonction du comportement alimentaire. Donc, ça sera vraiment une classroom importante pour vous parce qu'il y a à la fois, c'est une forte demande en consultation de naturopathie, la prise en charge du surpoids, de l'obésité et du diabète. Mais on ne va pas voir que la partie hormone, on va voir aussi la partie émotionnelle et intestinale. Donc, c'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de préparer parce que ça va être un cours un peu plus complet, un peu plus élargi, puisqu'on parlera peut-être pas que de phytothérapie dans le sens où la phytothérapie dans le surpoids et l'obésité est relativement limitée à quelques indications et qu'il va falloir aussi élargir un petit peu sur le microbiote, sur les émotions, sur d'autres choses. Pour tout ce qui est hormones androgéniques, en fait, c'est relativement simple. Il y a une hormone à connaître, c'est la testostérone. Et pour ça, il faut un petit peu la situer. Alors, d'où vient cette hormone et quel est son rôle? Ça, c'est quand même des choses qui sont relativement simples à savoir, mais que la plupart des médecins ont oublié. Donc là aussi, vous avez aussi une expertise et une carte à jouer parce que l'hormonologie, comme je vous le disais, c'est un petit peu, on va dire, ça fait peur aux médecins, ils se sentent pas à l'aise et donc très rapidement, ils passent la main aux endocrinologues qui, eux, sont que dans la pathologie. Donc, il faut bien comprendre qu'entre la santé optimale et la pathologie, il y a un fossé que ne sait pas traiter un médecin allopathe, comme moi à l'époque, puisqu'à l'époque, c'était soit vous êtes malade, soit vous êtes en bonne santé. Alors, c'est le grand débat d'ailleurs, c'est quoi la bonne santé? Alors, comme disait Hippocrate, la bonne santé, c'est le silence des organes. Alors, c'est effectivement large, mais l'état de santé optimal, c'est ce que vous allez prendre en charge. C'est pas la pathologie, la maladie, c'est le propre des médecins, des hôpitaux, des spécialistes. Et généralement, les gens en bonne santé, ils consultent moins, ils peuvent consulter parce qu'ils veulent rester longtemps en bonne santé. Ça, c'est aussi un autre motif de consultation, donc ça sera plus de la prévention. Mais entre la bonne santé, donc le silence des organes, et la pathologie, on a une maladie organique, un cancer, un diabète, une thyroïdite de Hashimoto ou des maladies plus organiques dans le sens pathologique du terme, il y a un fossé. 80% des patients qui consultent les généralistes, en fait, sont dans de la malphoutose et dans des problématiques fonctionnelles et non organiques. À vous de faire la part des choses et de dire, bon, ben là, moi, je peux m'occuper de vous sur le plan hygiénique, sur le plan alimentaire, sur le plan environnemental et sur le plan phytothérapeutique. Donc, connaître les hormones, ça fait partie de votre job parce que c'est là, comme je vous le disais, un pan entier de la médecine qui n'est pas du tout enseigné, ou en tout cas très mal enseigné, sauf pour les maladies endocriniennes, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais on va parler de dysfonctionnement. En gros, une hormone, elle a une activité qui est pulsative. C'est jamais une hormone qui est constante. Toute hormone va avoir des hauts et des bas tout au long de la vie en fonction de notre alimentation, en fonction de notre environnement, les pesticides, la pollution, etc., donc ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, et puis en fonction, bien sûr, de nos émotions. C'est très bien que le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, etc., vont modifier aussi l'activité endocrinienne. Et donc, ces fluctuations qui vont provoquer ce qu'on appelle un dysfonctionnement ne nécessitera pas l'avis d'un médecin. Par contre, ça va générer de nombreux symptômes que vous devez évidemment rechercher dans votre anamnèse, soit en utilisant des questionnaires. Je vous ai mis un questionnaire intéressant d'ailleurs pour le déficit androgénique de l'homme, qui est très simple à utiliser. Et vous verrez que si en plus vous faites un peu de psychologie, ou vous travaillez un petit peu sur l'EMDR ou d'autres approches sur l'émotionnel, ça va vraiment vous aider à comprendre ce qu'est le déficit androgénique lié à l'âge, comme on verra la prochaine fois, la ménopause ou la préménopause. En gros, la testostérone, elle décline avec l'âge et à un moment donné, elle va commencer à donner des symptômes, elle va envoyer des petits signaux que vous, en tant que thérapeute, vous devez
évidemment comprendre, analyser et dire, ah ben, peut-être que mon patient aurait besoin d'une cure de telle ou telle plante pour l'aider à passer un cap. Alors déjà, la testostérone, on le sait, c'est souvent associé à la virilité, à la masculinisation, à la masse musculaire. Les sportifs, alors c'est pour ça que les hormones et la testostérone en particulier a mauvaise réputation, parce qu'elle a été beaucoup assimilée à des produits de dopage, et beaucoup de gens imaginent que la testostérone, c'est une hormone qui peut être dangereuse pour la santé. Non, elle n'est pas dangereuse pour la santé, elle est dangereuse si les gens font des injections de testostérone, comme l'androtardil par exemple, pour augmenter la masse musculaire de manière artificielle. La testostérone est une hormone où lorsqu'elle devient déficitaire, et ce qui est la plupart du temps, c'est ce que vous aurez à traiter, vous n'aurez pas à traiter d'hyperandrogénie, sauf on verra un petit peu dans quelques situations que sont chez la femme le syndrome des ovaires polykystiques, mais ça sera le chapitre sur la femme, mais normalement les hyperandrogénies chez l'homme, ils ne viennent pas vous voir, ils viennent voir des andrologues, j'allais dire des endocrinologues ou des urologues qui vont être spécialisés dans les troubles organiques, hormonaux et notamment sur la testostérone. Alors on sait que la testostérone, c'est aussi une hormone très importante pour la densité osseuse. Donc l'ostéoporose en particulier chez la femme, il faut se préoccuper en priorité des hormones androgéniques, en particulier la testostérone, plus que les œstrogènes. Les œstrogènes ont peu d'action sur la densité osseuse et la croissance du squelette. Bien sûr, chez l'homme, la testostérone est assimilée à la fonction érectile, à la libido et à la croissance prostatique. C'est aussi une hormone qui interagit sur tout ce qui est évidemment pilosité, donc au niveau donc de la peau, au niveau des cheveux et au niveau de la symphyse et de la zone pubienne. Et puis surtout au niveau de la peau, c'est elle qui donne la tonicité et l'élasticité de la peau. Elle intervient comme effet psychotrope et l'agressivité, alors pas l'agressivité dans le sens négatif du terme, c'est plutôt l'hormone de la combativité. Et effectivement, on parle de tempérament androgénique. On dit, voilà, c'est quelqu'un qui a de la testostérone, ou une femme déjà. On a des femmes qui sont très masculines, qui sont très androgéniques dans leur fonction psychologique. En général, ce sont des femmes qui sont soit chefs d'entreprise, soit sportives de haut niveau, soit qui font de la politique. Hein, on voit beaucoup de femmes qui, effectivement, montent sur les tribunes. Et donc, elles ont un profil androgénique. Ça ne veut pas dire qu'elles se sont masculinisées, mais ça veut dire qu'elles ont un comportement androgénique parce que la testostérone agit sur le comportement et les émotions. Ça n'agit pas que sur les gros biscottos. Et aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc, l'imprégnation hormonale, c'est très important et ça démarre dès la vie intra-utérine. Durant toute la phase d'embryogénèse, le fœtus va être imprégné par les hormones de la mère. Et à l'accouchement, c'est pareil. Et on sait que cette imprégnation hormonale peut jouer sur les comportements. Après, il va y avoir les comportements affectifs ou pas des parents. Et la femme ou l'homme va développer plus ou moins un comportement androgénique par rapport à des émotions. C'est une Anglaise en particulier très, très connue aux États-Unis qui a beaucoup travaillé sur hormones et émotions et qui a bien fait le lien entre les hommes ou les femmes qui sont plutôt œstrogéniques, qui ont une imprégnation œstrogénique. L'œstrogène, on le verra la prochaine fois, c'est une hormone qui est l'hormone de l'attachement, l'hormone du lien, l'hormone de la famille, l'hormone de l'empathie. Et donc, des hommes qui ont beaucoup d'empathie, par exemple, on va dire qu'ils ont un comportement œstrogénique. Alors, ils ne sont pas efféminés pour autant. Hein. Ne confondez pas le comportement sexuel comme j'ai entendu une fois, et ça m'a profondément choqué. C'est une question qui a été posée, alors pas par votre école de naturopathie, mais une naturopathe d'une autre école qui a posé une question par l'intermédiaire d'une commerciale qui a demandé à la déléguée, est-ce que vous pouvez demander au docteur Renaud si je donne des hormones androgéniques, si je donne des plantes, à visée androgénique, comme par exemple, on va le voir, le tribulus, le maca ou la damiana, par exemple, est-ce que si je donne ces hormones, j'ai un garçon qui a plutôt
tendance à être efféminé et attiré par les garçons aussi, donc il a plutôt une attirance homosexuelle. Est-ce qu'en donnant de la phytothérapie, je peux changer le comportement de mon fils? Là, on est dans le délire et de l'homophobie. Il faut bien comprendre que les comportements sexuels n'ont rien à voir avec nos hormones. Vous avez des homosexuels qui ont un taux de testostérone au plafond, comme vous avez des femmes homosexuelles qui ont aussi un taux d'œstrogène au plafond. Donc, ne pas confondre l'effet émotionnel et psychotrope d'une hormone et le comportement sexuel, c'est deux choses différentes. Donc, on est bien d'accord. Donc là, j'ai halluciné, j'ai dit, écoute, il faut revoir tes cours. Il n'y a rien à voir, l'homosexualité, quelque chose qu'on a en nous qui n'a rien à voir avec les hormones et qu'il faut respecter à juste titre. La musculation, ça c'est autre chose. La moelle osseuse, c'est important puisque c'est ce qui va reproduire les globules rouges. La testostérone, si vous avez de l'anémie ou un manque de globules rouges, on va booster cette hormone, c'est très important. Et bien sûr, c'est l'hormone de la différenciation sexuelle, en particulier à la puberté. Chez les jeunes garçons, il y a une montée de testostérone qui va faire que le jeune garçon va avoir les testicules qui vont descendre, les testicules qui vont descendre dans les bourses, la pilosité qui va se changer, la voix qui va muer, et tous les signes, bien sûr, de la puberté qui vont apparaître. Alors, situer la testostérone, je pense que vous le savez, la testostérone est une hormone stéroïdienne. Stéroïde veut dire que ça vient du cholestérol. Le cholestérol est le précurseur et la mère de toutes nos hormones stéroïdiennes. Donc, il faut du cholestérol, c'est indispensable. Donc, il faut faire la chasse aux cardiologues qui donnent des médications, parfois extrêmement lourdes, à des patients qui n'en ont pas besoin. Donc là, je sais bien que vous ne pouvez pas prendre la décision et de dire à un patient d'arrêter une statine, par exemple, alors qu'il en prend depuis 10 ou 15 ans, mais par contre, sensibiliser le patient en disant, vous pourriez diminuer votre traitement, peut-être que ça ferait remonter la testostérone. Et j'ai une anecdote d'un de mes patients qui est médecin et donc qui est venu me voir parce qu'il avait besoin de perdre du poids, il avait du gras autour du ventre et à 55 ans, il s'était dit c'est pas très bon pour mon risque cardiovasculaire. Et il avait raison. D'autant que 2 ans auparavant, il a eu une pose de stent. Pose de stent, ça veut dire qu'il s'est retrouvé avec 4 médicaments à prendre. Un médicament pour la tension, un médicament anti-agrégant pour les plaquettes, un médicament bêta-bloquant, on appelle ça, donc pour stabiliser la contraction cardiaque, pour renforcer le myocarde, et un médicament pour le cholestérol, alors qu'il n'avait jamais eu de problème de cholestérol. Mais c'est ce qu'on appelle des protocoles. Aujourd'hui, nous avons les hautes autorités de santé qui définissent des cases dans lesquelles chaque patient doit rentrer. Alors aujourd'hui, ces protocoles sont très remis en question, sauf par les cardiologues, mais nous, on remet en question la véracité, encore plus au vu des scandales, des conflits d'intérêts qui existent et qui apparaissent au grand jour. Aujourd'hui, on voit bien que la plupart des laboratoires, en fait, imposent des protocoles aux universitaires qui eux-mêmes ensuite l'imposent à la Sécu, et tout ça, c'est remboursé aux yeux et à la barbe de la Sécu et de nos impôts, c'est nous qui payons, des protocoles hors de prix qui n'ont aucun sens, mais c'est comme ça, on est obligé de les respecter. C'est ce qu'on appelle la dictature sanitaire. Et si vous avez le malheur de modifier ne serait-ce qu'une virgule du traitement du cardiologue, vous vous faites incendier. Même nous, les généralistes, on n'a pas le droit d'y toucher. Alors, je vous rassure, moi, je me gêne pas, je prends le téléphone et je m'explique avec les cardiologues. Et en général, ça se passe pas trop mal. Mais globalement, on a une dictature sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire et c'est compliqué. Alors, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de patients aujourd'hui refusent ces traitements et refusent cette dictature, ce qui est plutôt une bonne chose. Et en général, s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont déjà peut-être ouvert une case dans leur cerveau. Ils se sont peut-être dit, il y a peut-être des choses à aller voir chez les naturopathes. Et effectivement, c'est vous qui allez leur donner la réponse. Donc, ce monsieur, il avait un cholestérol à 1,35 g. Je vous rappelle que la cholestérolémie normale, c'est 2,50 g. Il faut être entre 2 g et 2,50 g pour être bien, pour avoir suffisamment de cholestérol pour fabriquer vos hormones. Et donc, il avait 1,35 g. Il se trouve qu'à 55 ans, il était malheureusement veuf et il s'est remis en couple avec une jeune fille qui avait 20 ans de moins que lui. Mais le pauvre, à 55 ans, avec 1,35 g de cholestérol total, je ne parle pas ni du LDL ni du HDL, il avait un petit problème d'érection et un problème même de libido. Donc, avec une jeune fille de 30 ans, c'était compliqué. Et il me dit, est-ce que tu ne peux pas me prescrire du Cialis ou du Viagra?
Et donc, je lui dis, OK, mais avec tes antécédents cardiovasculaires, c'est peut-être un petit peu risqué. Mais tu sais que ton cholestérol, il est bas. Et sans cholestérol, tu ne peux pas faire de testostérone. Et sans testostérone, ben, tu ne peux pas avoir de libido et tu ne peux pas avoir d'érection non plus. Alors, il me dit, ben non, moi, je ne peux pas baisser mon médicament. Le cardiologue a dit que c'était important, etc. Le problème, c'est qu'il avait Taor 80 mg de Taor, c'est le plus fort dosage qui existe. Et normalement, on le donne pour 3 mois après l'infarctus, et ensuite, on repasse à du Taor 10. Sauf que le cardiologue, on ne sait pas pourquoi, depuis 3 ans, lui a dit non, mais c'est bien, garde le Taor 80, moins tu as de cholestérol, mieux c'est. Et là, c'est un cardiologue qui n'avait pas fait de formation à ADNR formation, ni avec les cours d'hormononutrition que je donne régulièrement à la fac. Et il était à des années-lumière de savoir que le cholestérol, c'était indispensable à la reproduction et à la croissance. Et donc, du coup, on a décidé de diminuer sa statine. On est passé Taor 80 à Taor 10. Ce cholestérol est remonté à 1,80 g. Il a quand même eu un peu de testostérone, parce qu'au départ, c'était indosable. Le laboratoire n'arrivait même pas à le doser, tellement il était inexistant, sa testostérone. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de salice et tout est rentré dans l'ordre. Donc, des fois, il suffit d'un peu de bon sens et de compréhension. Donc, l'origine de toutes vos hormones stéroïdiennes, dont la testostérone, c'est le cholestérol. Le cholestérol va rentrer dans un petit organe qui s'appelle la mitochondrie, que vous connaissez sûrement. Il y en a entre 1000 et 1500 par cellule. Et cette mitochondrie va servir à transformer le cholestérol en prégnénolone. Et ensuite, la prégnénolone va suivre son chemin. Alors, elle peut aller dans les surrénales, elle peut être produite dans les testicules. Tout dépend évidemment d'où le besoin en testostérone se fait sentir. Alors, 80% de la testostérone, quand même, est synthétisée dans les gonades. Le reste de la testostérone sera synthétisé un petit peu dans les glandes surrénales. Donc, tout ça, vous le retrouverez dans le livre « Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie ». Donc, pour avoir une bonne synthèse de vos hormones, en particulier la testostérone, messieurs et mesdames, parce que la testostérone est aussi importante chez l'homme que chez la femme, il faut du cholestérol, petit 1, et 2, une mitochondrie qui fonctionne bien. Et ça, on fera là aussi les plantes dans la perte de poids qui boostent la mitochondrie. Vous avez certainement aussi des cours avec Jérôme Milovanov pour tout ce qui touche à la mitochondrie et aux micronutriments qui peuvent booster la mitochondrie. Juste pour information, le cholestérol, pour pénétrer dans la mitochondrie, a besoin d'un petit transporteur, une navette qui s'appelle STAR. Et cette protéine STAR, Steroid Acute Regulatory Protein, c'est une protéine qui permet au cholestérol de rentrer dans la mitochondrie et donc du coup de fabriquer vos hormones. Je vous rappelle, la prégnénolone, elle sort de la mitochondrie pour fabriquer ensuite les hormones. Et cette STAR, elle est sous le contrôle de 2 hormones que sont la thyroïde et la mélatonine. Donc, ça veut dire que si on veut aller au bout de notre raisonnement, pour fabriquer nos hormones stéroïdes, il faut une hormone thyroïdienne au max, en particulier la T3, et il faut bien sûr un bon sommeil, dormir au moins 6 à 8 heures par nuit pour avoir des hormones actives. C'est sûr, quelqu'un qui travaille la nuit, en travail posté, qui est stressé, il va dérégler tout son système neuro-endocrinien et il aura du mal à monter la testostérone. On va le voir, tous les marqueurs qui perturbent justement cette synthèse des hormones androgéniques. Alors, la testostérone, c'est la principale hormone androgénique. Elle est synthétisée, je vous l'ai dit, en majorité dans les testicules et un petit peu au niveau des surrénales. Pour la femme, bien sûr, vous avez une petite synthèse dans les ovaires. Et puis, il y en a un petit peu au niveau de la peau. Alors, la testostérone, en fait, ce qu'il faut comprendre en phytothérapie, c'est qu'on n'a pas une plante miracle qui va remplacer la testostérone. Par contre, on va jouer sur des synergies d'action, sur des enzymes pour essayer de réguler sa production. En particulier dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais aussi dans le déficit androgénique lié à l'âge, qu'on appelait avant andropause. La testostérone, comme vous l'avez vu ici, une fois qu'elle a terminé son chemin, ici, elle ne s'arrête pas là. Ce n'est pas un produit terminal. La testostérone, elle peut soit aller vers la production d'estrogène, soit aller vers la production d'une autre hormone qui est la dihydrotestostérone. Alors après, ça s'arrête, ça ne va pas plus loin, je vous rassure. Ça veut dire que, en gros,
si on reprend ici, la testostérone, elle est au carrefour de plusieurs choses. Les œstrogènes, pas de problème, une fois qu'on arrive au bout, il n'y a pas d'autre dégradation, c'est un produit final. Mais malgré tout, pour vous, mesdames, pour fabriquer les œstrogènes, il va falloir fabriquer de la testostérone, de la DHEA, etc. Donc, vous avez un parcours à suivre pour arriver jusque-là. Et l'enzyme qui transforme la testostérone en œstrogène s'appelle aromatase. Vous avez certainement entendu parler des anti-aromatases qu'on donne dans les cancers du sein, dans les hormonothérapies, tout ce qui est tamoxifène, par exemple, ou le Fémira ou d'autres comme ça, sont des médicaments anti-aromatase. Le but, c'est de bloquer cette enzyme pour empêcher d'augmenter le taux d'œstrogène. C'est dans le cadre des cancers hormonaux dépendants, bien sûr. Et on verra que pour le cancer de la prostate, c'est pareil. C'est les œstrogènes qui augmentent le risque de cancer de prostate. Donc, les anti-aromatases peuvent être utilisés aussi chez l'homme comme chez la femme. Alors, ça va booster un peu la testostérone, ce qui est pas plus mal, sauf que la testostérone, si elle monte, chez une femme, c'est pas terrible. Hein, on va avoir de la pilosité, etc. Et puis, l'autre enzyme, c'est la 5-alpha-réductase, c'est que la testostérone peut partir vers une autre voie qui est la dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone, elle a une action sur la pilosité, sur le sébum, sur la prolifération des ovaires polykystiques chez la femme. Elle a un effet direct sur la prostate. Donc, ça veut dire qu'en gros, si vous activez la voie de la 5-alpha-réductase, vous allez augmenter la dihydrotestostérone. Et quand vous avez des symptômes comme pilosité, peau séborique, pas prise de poids, mais graisse viscérale qui apparaît, problème de pilosité au niveau même du cuir chevelu, axillaire, etc., et qu'en parallèle, chez une femme, vous avez aussi des problèmes de stérilité ou d'aménorrhée avec des ovaires polykystiques, il va falloir bloquer cette enzyme. Donc finalement, la testostérone, elle peut aller là ou elle peut aller là. Donc tout l'enjeu quand vous utilisez les plantes, c'est de rééquilibrer la balance entre l'axe testostérone d'un côté et l'axe dihydrotestostérone et œstrogène. Il ne faut pas trop d'estrogène, pas trop d'hydrotestostérone, parce que sinon, vous n'avez plus assez de testostérone. Pour monter la testostérone, finalement, il va falloir bloquer là, et du coup, vous allez pouvoir avoir un taux androgénique correct. C'est ce qu'on fait dans les traitements du déficit androgénique lié à l'âge. Alors, la testostérone, elle est synthétisée chez l'homme par la cellule de Liebig au niveau des testicules, et ensuite, vous avez un rétrocontrôle négatif qui va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Je vous rappelle que l'antéhypophyse produit l'ALH, hormone lutéinisante, chez l'homme comme chez la femme. Chez la femme, l'ALH va jouer un rôle pour la synthèse de la progestérone. Chez l'homme, l'ALH va agir pour la synthèse de la testostérone. Une fois qu'on a produit suffisamment de testostérone, vous avez un rétrocontrôle négatif, ce qu'on appelle un feedback négatif, pour bloquer l'activité des cellules de Liebig. Ce n'est pas la peine de continuer à fabriquer la testostérone si vous êtes arrivé à faire le plein. Donc, ce qui est important, c'est que si vous voulez activer cette voie-là et que vous avez une testostérone qui est trop basse, on va peut-être essayer ici d'augmenter cette voie-là, la voie des hormones lutéinisantes. On va voir en particulier que le tribulus ou certaines plantes comme le maca peuvent stimuler la voie ici androgénique, la voie LH. La testostérone, on peut la doser dans le sang. Ça se demande, ça se dose. Moi, je la dose systématiquement chez l'homme comme chez la femme. Mais pour savoir si vous avez une testostérone qui fonctionne bien, il faut doser la testostérone libre, la testostérone biodisponible et la testostérone liée à son récepteur, à son transporteur, pardon, qui est la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. Et c'est très important de comprendre que le déficit androgénique lié à l'âge chez l'homme, il est lié à la fois à un effondrement de la testostérone libre, donc de la forme active, qui représente que 1 à 2%, avec en parallèle une augmentation de la forme liée, donc la forme inactive. Donc quand vous dosez ici la SHBG, la testostérone libre, vous voyez que c'est inversement proportionnel et que le Dalai démarre à peu près à cette zone-là, vers 50-59 ans. Alors, la régulation des SHBG, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu
hors sujet par rapport à notre traitement. Comprendre que le déficit androgénique lié à l'âge, en fait, c'est une baisse physiologique de nos hormones. Chez l'homme, vous voyez que ça démarre dès 30 ans, le déclin de la testostérone. On perd 1,25% par an de production de testostérone. Et chez la femme, c'est à peu près pareil. Mais là où on commence à avoir des symptômes, c'est aux alentours de la cinquantaine. Alors, quelles sont les grandes causes de déficit androgénique? Alors, il y a des formes héréditaires. Il y a des hommes à 40 ans, ils ont déjà une testostérone d'un monsieur de 70 ou 80 ans. Donc ça peut arriver. C'est pour ça que c'est bien peut-être de faire des dosages parfois, en tout cas d'examiner ou d'interroger vos patients. Mais la majeure partie, on va dire que 50% des hommes commencent à avoir un vrai déclin au-delà, à partir de 60-70 ans. Alors, les causes de ce déficit androgénique lié à l'âge, ça peut être soit à une altération, un vieillissement du testicule, qui produit moins de testostérone au niveau de ces fameuses cellules de Liebig. Ça peut être une altération de l'axe hypothalamo-hypophysaire et testiculaire, donc ça peut venir simplement d'un problème de récepteur au niveau de l'hypophyse ou de l'hypothalamus. Ça peut être lié à un déficit des précurseurs des surrénales, en particulier la DHEA, qui est une hormone importante, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas vraiment de plantes, à part la ashwagandha qui peut monter la DHEA, il n'y a pas beaucoup de plantes actives sur cette DHEA. Il y a une diminution des récepteurs de la testostérone aussi, qui peut être un signe de déficit androgénique. Et puis, on va le voir chez l'homme, c'est surtout l'augmentation de l'aromatase. À partir du moment où vous aromatisez, la testostérone se transforme en œstrogène. Et beaucoup d'hommes, à partir de la cinquantaine, se féminisent sans le savoir. Ils commencent à avoir un peu de poitrine, le ventre Cronenbourg qui apparaît, la pilosité, ils se dégarnissent un petit peu sur le haut du crâne. Et ça, c'est parce qu'ils font trop d'œstrogène par rapport, évidemment, à la quantité de testostérone produite. Et ça, c'est des choses qu'on voit très fréquemment. Donc, il va falloir utiliser des anti-aromatases. On va voir lesquelles. Et puis, la SHBG, qui est cette hormone, cette protéine, de liaison à la testostérone, on l'a vu, elle augmente avec l'âge. Et donc, il va falloir petit à petit la faire diminuer. Et là aussi, c'est le rôle de la phyto. Alors, les situations qui prédisposent, évidemment, ça, c'est le plus important pour vous. Mais l'âge, à partir de 50 ans, à peu près 30 à 40% des hommes commencent à avoir des symptômes de déficit androgénique lié à l'âge. Le gras viscéral, l'obésité, comme le déficit. S'il n'y a pas de gras, vous avez compris, il n'y a pas d'hormones, puisqu'il n'y a pas de cholestérol. Donc, du coup, les anorexies, les personnes très maigres vont avoir chez la femme de l'aménorrhée, absence de règles, et chez l'homme, absence de libido, absence de testostérone, donc fonte musculaire. L'alcoolisme va augmenter le déclin de la testo, le tabac, la caféine en excès fait baisser la testostérone, le stress, on l'a dit, ça fait monter le cortisol, le stress, ça fait baisser la testostérone. La sédentarité, les erreurs alimentaires, en particulier trop de sucre raffiné, trop de sel et des graisses de mauvaise qualité, en particulier graisses saturées, acides gras trans et oméga 6. Les maladies intercurrentes, en particulier cancer, sida, insuffisance rénale et maladies rhumatoïdes. Les perturbateurs endocriniens, maintenant, on le sait, il y a une étude récente qui a fait une étude prospective où ils ont montré qu'en 2050, c'est-à-dire dans pas longtemps, dans 30 ans, un homme sur deux sera stérile. C'est-à-dire incapable d'avoir un enfant. Pas assez de testostérone, donc pas assez de spermatozoïdes. La spermatogénèse, évidemment, est très liée au taux de testostérone. Donc la pollution chimique, c'est une catastrophe, c'est terrible. Le tabac aussi, tout ça, ça bloque la spermatogénèse. Et les radiations aussi, je pense en particulier téléphone portable et toutes les ondes électromagnétiques vont aussi avoir un effet sur la production hormonale. Donc, je les englobe dans les perturbateurs endocriniens. Mais retenez que de toute façon, tout ce qui est pollution extérieure ou intérieure, dans les aliments, dans les eaux contaminées, etc., seront évidemment des toxiques pour nos hormones. Et enfin, vous avez des médicaments qui sont très perturbateurs de nos androgènes. Je vous en ai mis une liste ici un peu plus exhaustive.
Vous avez par exemple ceux qui augmentent cette fameuse protéine de transport, les antipsychotiques par exemple, les antidépresseurs, les Xanax, Buspar qui sont des anxiolytiques, les antagonistes de l'histamine par exemple pour les ulcères gastriques, on donne ces médicaments, ranitidine, cimétidine, la morphine, les antihypertenseurs, les médicaments qui augmentent aussi la SHBG directement. L'Evisa, le raloxifène, c'est le traitement qu'on donne pour l'ostéoporose. Le tamoxifène, je vous l'ai dit. La spironolactone, les anticonvulsivants, la pilule contraceptive, bien sûr, l'éthénylestradiol, contraception orale, la metformine, l'insuline, le café et les médicaments qui suppriment carrément la SHBG, progestatifs, glucocorticoïdes, insuline exogène, diabète de type 1. Et vous voyez que c'est tout ça sous le contrôle quand même de la T3. Donc, on fera un chapitre sur les plantes et de la thyroïde. Il n'y a pas grand-chose, mais on l'intégrera dans les plantes du surpoids. Et donc, il y a 2 plantes en particulier à connaître qui permettent de booster un peu la T3. Le stress et cortisol. Là, on a vu les plantes adaptogènes la dernière fois. Donc, utilisez-vous des cours. Quelqu'un de stressé, on va lui donner une plante adaptogène pour contrôler son cortisol, en particulier l'ashwagandha. Il fait monter le cortisol quand il est effondré, mais il le fait baisser quand le cortisol est trop haut. C'est le principe de la plante adaptogène. Elle s'adapte. Trop de cortisol, elle le fait baisser, pas assez, elle le fait monter. Donc, c'est effectivement important de travailler là-dessus, sur les plantes adaptogènes chez l'homme. Ça, c'est pour montrer aux cardiologues que souvent, ils nous disent « Oui, mais la testostérone, c'est moins important que le cholestérol dans les risques de récidive d'infarctus. » En général, ils vous mettent ça en avant. Tu comprends, si on diminue le médicament anti-cholestérol, il risque de reboucher une artère. Ce qui est totalement faux. On peut considérer que les statines à très faible dose ont un effet intéressant comme pour empêcher les migrations des caillots, des thrombus. En dehors de ça, ça n'empêche pas les plaques d'apparaître. Moi, j'ai un ami cardiologue, alors je rigole, mais parce que le pauvre, il a fait double infarctus avec récidive d'un infarctus sur un stent, et c'est un monsieur qui avait tellement peur de son cholestérol qu'il était à la diète alimentaire, qui ne sert à rien, bien sûr, et il prenait des statines depuis très longtemps parce qu'il avait 2,20 grammes de cholestérol, et il était persuadé de ça. Moralité, il a fait 2 infarctus, et au niveau libido et testostérone, quand il est venu me voir, c'était catastrophique. Donc, on sait que la testostérone allonge la vie, au contraire, a un effet bien plus protecteur que le fait de faire baisser le cholestérol. Hein, c'est une étude, donc je crois qu'elle est parue en 2015, cette étude, et qui montre que plus le taux de testostérone diminue, plus le niveau de survie est bas. Donc, alors que si vous avez un taux de testostérone élevé, alors ça c'est low level, c'est le vert, et high level ou normal level, un niveau normal de testostérone, améliore la longévité. Parce que la testostérone a des effets protecteurs à bien d'autres égards et qu'il faut respecter. Ça, c'est le principe, c'est la relation obésité-androïde et déficit androgénique lié à l'âge. En gros, le syndrome de la bedaine, que ce soit chez l'homme et chez la femme, va augmenter le taux d'œstrogène et diminuer le taux de testostérone. Les œstrogènes vont inhiber l'axe LH-FSH, donc l'axe hypothalamo-hypophysaire, et du coup, entraîner une baisse de la testostérone. Baisse de la testostérone et donc hypogonadisme, et ça entretient en même temps l'obésité. On va le voir, on le verra dans le cours sur l'obésité et le surpoids. Plus la testostérone diminue chez la femme, plus elle va prendre du ventre. Et c'est directement corrélé. Je présentais un webinaire mardi soir, et justement, une des questions, c'était « Mais comment je peux faire pour éviter de prendre du ventre à la ménopause ?» Eh bien, il faut stimuler votre testostérone. Et on le verra la prochaine fois sur les hormones et la femme. Vous avez des plantes qui peuvent stimuler la testostérone sans donner des symptômes comme pilosité ou augmentation de la séborrhée. Je rappelle qu'on est dans de la phytothérapie qui induit une enzyme, mais qui ne remplace pas un médicament, qui n'a pas un effet direct sur la molécule ou sur l'hormone. C'est simplement, on va jouer sur des synergies d'action pour induire une synthèse qui reste naturelle, je précise.
Donc voilà, augmentation des tissus adipeux, périphériques, aromatisation qui augmente, testostérone diminue et le taux d'œstradiol augmente. Alors les symptômes, en fait, si vous avez des petits questionnaires, c'est beaucoup plus simple. Perte de cheveux, je vous ai dit, au niveau de la calvitie, ce qu'on appelle le vertex. Le cheveu qui devient plat, plus terne, moins de volume, manque de fermeté du muscle de la face. Donc, on a un relâchement de la peau. On va avoir des rides plus prononcées, une perte de la fermeté du visage, des rides verticales qui apparaissent au-dessus des lèvres, une rareté ou une régression de la pilosité, des gynécomastites ici qui apparaissent, une obésité androïde, des petites ridules à l'intérieur des mains, les yeux secs, peu ou pas brillants. Et on verra pour les œstrogènes, c'est pareil, il y a toute une sémiologie à connaître. Et bien sûr, comme vous n'avez pas d'outils d'analyse biologique, et tant mieux, vous allez être obligé d'utiliser des questionnaires et de bien interroger vos patients. Alors, vous avez les symptômes, perte de la force professionnelle, performance professionnelle. On se tasse, nous les hommes, aussi avec l'âge. On perd de la pilosité pubienne et axillaire, moins de fonction physique, moins de désir ou d'intérêt sexuel. La force de l'érection est moins bonne, fatigue, lassitude, manque d'énergie, irritabilité, baisse du bien-être. Voilà, il y a un petit état où, en général, voilà, les hommes le disent pas trop, ils ont du mal à en parler à leur médecin, peut-être plus à leur thérapeute. Il y a une espèce de repli sur soi. On se sent moins d'envie d'aller travailler. Et donc, du coup, on fuit les conflits, on commence à picoler un peu le soir parce que on a du stress au boulot. Et qu'on n'ose pas s'imposer, on n'a plus la même affirmation de soi, on est un peu plus irritable, on a une humeur dépressive, on a des bouffées de chaleur aussi. La concentration est moins bonne, le sommeil n'est pas très bon. En particulier, on se réveille en deuxième moitié de nuit avec de l'hypersudation. On a moins de force, on a le ventre qui gonfle, on commence à avoir aussi les os qui se déminéralisent. La pilosité, on l'a dit, la taille des testicules qui diminue aussi. Voilà, les gynécomasties, l'humeur dépressive. Et oui, on a des globules rouges qui diminuent, une petite anémie microcytaire, puisque je vous l'ai dit, la testostérone, c'est l'hormone qui sert à la synthèse des globules rouges. Alors voilà le questionnaire d'Adam dont je vous parlais, vous le trouverez sur Internet. Vous faites remplir donc 10 questions. Donc le test est positif si le patient répond oui à la question 1 et ou 7, ou si elle a au moins 3 questions où elle a répondu positivement. Alors, la 1, avez-vous constaté une diminution de votre libido? Si il a coché ça, mais pour la femme, c'est pareil. La baisse de la libido chez la femme, c'est lié à la baisse de la testostérone. On y reviendra la prochaine fois. Mais ça, si elle coche ça, et la 7, c'est vos érections sont-elles moins fortes? Déjà, 1 et 7, c'est clair, il y a du dala. Après, s'il y a 3 réponses positives par rapport aux 10 items, c'est pareil. Il faut commencer à s'y intéresser. Alors, bien sûr, s'il y a en plus des problèmes urinaires, c'est bingo, vous allez pouvoir utiliser de la phytothérapie. La plus fréquente des tumeurs bénignes de l'homme, 40% des hommes après 50 ans, donc ça en fait du monde. C'est un adénomyofibrome caractérisé par une hyperplasie et une hypertrophie bénigne de la prostate. C'est bénin. Je rappelle que, alors par contre, ça peut évoluer vers un cancer, donc il faudra être vigilant et bien dire à votre patient d'aller se faire tester le PSA, on va en parler tout à l'heure, et faire une échographie de la prostate. Il se développe à partir des constituants glandulaires et musculaires de la partie centrale de la prostate. Cet adénome est hormonodépendant et c'est la dihydrotestostérone qui favorise la prolifération, évidemment ici, de votre prostate, sous forme donc d'un adénomyofibrome, mais aussi les œstrogènes, je vous l'ai dit, en fait, c'est les deux hormones qui stimulent la prolifération de la prostate, c'est la dihydrotestostérone, les œstrogènes et, chose étonnante, la prolactine, qui est l'hormone de la lactation pour les femmes. Mais chez les hommes, l'hyperprolactinémie n'est pas rare, en particulier induite par les perturbateurs endocriniens, par certains aliments ou par certains médicaments dont on a parlé tout à l'heure, les antipsychotiques et les antidépresseurs peuvent augmenter le taux de prolactine, par exemple. Alors voilà comment ça fonctionne. La testostérone peut, si on a une voie d'aromatase un peu développée, parce que
on a du gras abdominal et qu'on a tendance à boire peut-être un peu trop de bière. La bière, je vous rappelle, c'est du houblon. Le houblon, c'est un phytoestrogène. Ça va amener progressivement à féminiser notre patient. Et le taux d'œstradiol augmente l'activité des récepteurs œstrogènes-like et va favoriser la prolifération cellulaire. Et chez l'homme, vous avez l'autre hormone, qui est la dihydrotestostérone dont je vous ai parlé, sous l'effet de la 5-alpha-réductase, qui va stimuler les récepteurs androgéniques. Donc, d'un côté, que ce soit les récepteurs à l'œstrogène ou les récepteurs à l'androgène, les deux vont avoir un effet sur l'inflammation prostatique, l'augmentation de la taille de la prostate et la compression de l'urètre. Alors, ce qui est très important, d'ailleurs, je viens de penser que je ne l'ai pas rajouté, j'ai deux plantes importantes qui pourront agir sur l'inflammation prostatique. Voilà, je les rajoute, je vous les remettrai dans les diapos des cours qu'on vous enverra. C'est le pépin de courge. Alors, c'est l'huile de pépin de courge qui va agir directement sur l'inflammation et la grenade. Donc, le jus de grenade, par exemple, on sait, a un effet sur l'inflammation prostatique et la congestion et l'œdème au niveau du petit bassin et du périnée du monsieur. Et on va voir bien sûr les plantes qui agissent là, hein, c'est les plus connues, celles-ci, il faut les savoir, c'est elles qui vont vous permettre d'empêcher cet adénome prostatique de s'amplifier. Alors les troubles urinaires, c'est l'impériosité urinaire, les dysuries, la pollacurie nocturne, les mictions incomplètes, c'est quand la vessie se vide pas bien, les mictions prolongées, voilà, c'est quand vous mettez 10 minutes à faire pipi alors que votre fiston, il met 1 minute 30 à tout casser. Hein, c'est le jet urinaire. Quand le monsieur il fait pipi sur ses chaussures, c'est pas bon signe. La miction retardée, c'est-à-dire qu'il faut un petit moment avant que le jet urinaire sorte. Et la miction intermittente, ça va être une miction en saccade. Donc tout ça, ça fait partie de l'interrogatoire. Et puis après, il y a carrément au stade ultime, c'est la miction au goutte à goutte. Vous avez d'ailleurs des questionnaires, celui-ci qui est accessible sur Internet gratuitement, qui vous donne ce que les urologues utilisent, hein, ça s'appelle IPSS. Et avec ce score, vous allez savoir si oui ou non votre patient a un problème de prostate. Et donc, vous allez lui faire remplir de manière, on va dire, préventive ou en tout cas accompagnement des traitements. Le diagnostic de l'hypertrophie, c'est bien sûr la clinique, on vient de le voir avec l'interrogatoire et le questionnaire. Et après, sinon, bien sûr, il faut demander si votre patient a bien fait un examen biologique du PSA, un examen cytobactériologique des urines, une créatinémie, une échographie de la prostate. Tout ça, c'est pas votre job, mais au moins sensibilisez-les, dites-leur de faire des radios. Alors, quelles sont les cibles d'action finalement si j'ai cité pépin de courge, je l'ai mis, tout est là. Donc, en phytothérapie, l'hypertrophie bénigne de la prostate regorge de solutions. Ce que l'urologue a du mal d'ailleurs à gérer, parce qu'en gros, il y a une molécule active qui sont des alpha-bloquants qui vont donner des gros troubles de la libido, beaucoup d'effets secondaires, et un autre médicament naturel, qui est chimique, qui est un inhibiteur de la 5-alpha-réductase, qu'on appelle le Chiproproscar, que les hommes utilisent aussi pour les problèmes de chute de cheveux. Donc, en allopathie, il n'y a pas beaucoup de solutions. En phytothérapie, vous avez beaucoup de solutions. En particulier, freiner la transformation de la testostérone en œstrogène ou en dihydrotestostérone qui stimule la prolifération des cellules de la prostate. Donc, on va voir le fameux Sérénoaripin, qu'on appelle aussi palmiénin, est la plante de référence sur l'action sur cette 5-alpha-réductase. Le prunier d'Afrique. Alors, dans le palmiénin, il y a un médicament qui existe, qui s'appelle le Permixon, que les médecins utilisent. Souvent, les patients le prennent, et il faut savoir que si vous avez un patient qui est déjà sous Permixon, c'est du palmiénin. Pas la peine d'aller lui changer son traitement s'il est efficace. Le prunier d'Afrique, c'est un médicament aussi allopathique qui s'appelle le Tadénan. Et le Tadénan, pareil, il est moins efficace quand même que le Permixon et de moins en moins utilisé. De toute façon, le prunier d'Afrique, on a du mal à le trouver même en phyto classique parce que c'est une espèce, une endémie d'Afrique qui est en voie de disparition. Et aujourd'hui, c'est une espèce protégée. Donc,
il y a eu un décret et du coup, on ne peut plus vraiment extraire de principes actifs de ce prunier d'Afrique. L'orthyracine, attention à ne pas confondre avec l'ortifeuille, qui a un effet sur la densité, la déminéralisation osseuse dont on a parlé l'autre fois. Là, c'est la racine d'ortie. Le gâtillier, par son action progestérone-like, on en reparlera la prochaine fois, ou la graine de lin. Donc déjà, vous avez un petit arsenal pour déjà aider à contrôler un petit peu l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ensuite, il faut décongestionner le petit bassin et réduire l'inflammation des voies urinaires. C'est le jus de grenade, la reine des prés, on en a déjà parlé. Dans la reine des prés, vous le savez que c'est de l'aspirine-like, sauf qu'elle a aussi un effet drainant, décongestionnant des voies urinaires. Et l'orthyracine, bien sûr, qui a un effet inhibiteur de la 5-alpha-réductase, donc qui va agir sur la transformation de testostérone dihydrotestostérone. Mais l'orthyracine est aussi drainant et décongestionnant. Et enfin, il faudra traiter l'inflammation des voies urinaires. Je vous ai parlé du pépin de courge. Vous avez aussi le curcuma qui marche pas mal, la piloselle ou l'échinacée qu'on a vu dans l'immunité, donc qui est aussi une plante assez intéressante dans l'inflammation des voies urinaires. Mais ce n'est pas son indication principale. Alors, le prunier d'Afrique, on va passer vite puisqu'on ne le trouve pas trop aujourd'hui, de moins en moins. Le tadénan, je crois, est encore disponible, mais jusqu'à fin 2021. Et a priori, je crois que la production va être supprimée. Il est reconnu depuis les années 70. C'est un vieux médicament qui marche très bien. Utilisé seul, il reste souvent insuffisant. Effet antiprolifératif sur les fibroblastes et myofibroblastes des cultures cellulaires de prostate humaine. Choisir un extrait titré en triterpène à raison de 100 mg. Donc, en gros, prunier d'Afrique. Alors, je sais qu'il y a certaines formules. Vous aimez bien, je ne sais pas si vous aimez bien les formules qui associent sur les formules prostate. Il y a notamment chez COPMED leur formule, je ne le connais pas par cœur, mais je vais vous donner, je crois que c'est Prostabile ou Prostamine. Je vais vous donner ça tout de suite. Prostate régulation confort, 77. Dans le prostate régulation confort, ah ben non, j'ai une bêtise. Je pensais qu'il y avait du prunier d'Afrique, mais il n'y en a pas. Non, il y a du Ceanoharipens, il y a de l'ortie piquante et du pépin de courge. Alors, des formules, vous en avez pas mal. Hein. Il faut un peu toutes les tester. Il faut demander au laboratoire s'ils ont des études, c'est mieux. Comme ça, vous voyez si le produit est vraiment efficace. Alors, la baie de palmier de nain, ça, évidemment, c'est la plante référence. Alors, pour les cibles d'action, je vous ai mis cette diapositive qui est plus facile à comprendre. Le saut-palmetto ou palmier nain, il va agir ici en bloquant la 5-alpha-réductase qui transforme la testo en dihydrotestostérone. Donc, il bloque ici. Ensuite, il a un effet sur la sensibilité aux récepteurs aux androgènes. Donc, il va améliorer, ici, vous avez une publication, inhibition des récepteurs aux œstrogènes, mais il va augmenter la sensibilité aux récepteurs androgéniques. Il va aussi avoir un effet anti-inflammatoire, le Ceanoharipens. Donc, il va diminuer la prolifération des cellules prostatiques. Et enfin, il a un effet antiprolifératif, donc anti-cancer. Il est protecteur à tous les niveaux. Donc, on peut le donner à tout messieurs qui a un problème de dysurie. Je rappelle, la posologie, c'est 160 mg 2 fois par jour. 160 mg, c'est en extrait lipidique. L'efficacité est comparable au finastérid, c'est le fameux médicament dont je vous parlais, qu'on connaît sous le nom pharmacologique de Chibroscar, que les hommes utilisent, que les urologues utilisent dans l'adénome prostatique, mais aussi dans les problèmes de chute de cheveux. Et on comprend bien parce qu'en fait, l'excès d'hydrotestostérone favorise la perte de cheveux. Pareil chez la femme à la ménopause. S'il y a trop de DHT, c'est les femmes à la ménopause qui vont aussi avoir de la perte capillaire. Efficacité comparable au traitement pharmaceutique, efficacité sur les dysuries et l'hypertrophie bénigne de la prostate, améliore la fonction sexuelle, bénéfice du pré-traitement opératoire. Donc, je ne sais pas si vous êtes sensible aux études scientifiques, mais moi, oui. Et je trouve toujours intéressant d'avoir quand même des études randomisées contre placebo, parce que souvent on nous attaque, oui, la phytothérapie, on n'a pas de preuves, on n'a pas
d'évidence-based médecine. C'est faux. On a des études. Il faut les chercher. Il faut regarder un petit peu sur PubMed. Vous voyez que c'est même des études qui commencent à dater 96, 2007, 2012, 2010. Donc, petit 1, adénome prostatique, mais aussi dans le DALA, déficit androgénique à l'âge, on va utiliser le séronolipins à 160 mg 2 fois par jour. Donc, c'est un extrait lipidique, mais qui sera encapsulé dans les gélules. Donc, ça se prend très facilement. Vous avez la racine d'ortie. Alors, la racine d'ortie est intéressante. Elle inhibe la 5-alpha-réductase, mais aussi l'aromatase. Donc, du coup, elle va bloquer la voie œstrogénique. Elle augmente aussi la testostérone libre. Et en même temps, elle inhibe la croissance prostatique et notamment les facteurs EGF, qui sont des facteurs prolifératifs qui peuvent être procarcinogènes, donc anti-cancer, inhibe la croissance, décongestion pelvienne. C'est ça qui fait l'intérêt de la racine d'ortie. C'est vraiment draineur, décongestionnant, testostérone-like. C'est vraiment une plante indispensable à ce niveau-là. Ensuite, vous avez l'épilobe à petites fleurs, donc qui est une plante reconnue depuis des années dans son action sur l'enzyme 5-alpha-réductase et l'aromatase. Là aussi, on a une inhibition sur les deux enzymes, anti-inflammatoire, anti-œdémateuse. Alors, il y a une formule que je vous ai mis, voilà, il y a un complexe phyto chez TerraScience qui est pas mal, qui contient la poudre d'ortie, le séronolipins, du marronnier d'Inde dont je vous ai parlé la dernière fois dans les problèmes de congestion du pelvien, dans les problèmes de congestion pelvienne, mais aussi dans les hémorroïdes. Donc, les marronniers d'Inde, c'est très décongestionnant, anti-inflammatoire, drainant. Donc, l'association poudre d'ortie, séronolipins, épilobe à petites fleurs, plus le marronnier, ça peut être une association intéressante. Ou sinon, vous avez le produit que je n'ai pas mis de CoqMed, qui s'appelle Prostate Régulation Confort. Et vous avez donc un extrait les dattes de Floride, c'est le palmier nain, c'est de la racine d'ortie, de l'extrait de pépins de courge et un extrait de céleri rave. Céleri rave, oui, c'est peut-être moins utile, c'est plus drainant. Le céleri, c'est un diurétique, hein. Donc, ça peut être intéressant, mais attention quand on a des obstructions des voies urinaires, parce que en général, on a souvent envie de faire pipi, il ne faut pas que ce soit un truc qui soit trop diurétique, hein. Sinon, vous avez beaucoup envie de faire pipi, et comme le jet urinaire, il n'est pas très, très violent, ça peut créer des douleurs et des brûlures, surtout si vous êtes en voiture et que la prochaine station-service est à 70 km et que vous ne pouvez pas attendre plus de 10 minutes, par exemple, hein. Donc, attention à ne pas mettre trop de diurétiques chez ces messieurs qui auraient des envies fréquentes d'uriner. Alors, le DALA, la prise en charge, moi, je l'axe sur plusieurs points. Il va falloir stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est pour ça que je vous ai un peu cassé les pieds avec ces rappels sur la production de la testostérone, sur l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique, hein, pour les testicules. Donc, on a le tribulus qui est intéressant. Moi, j'aime bien le fenugrec. On verra notamment un composé phytoactif qui a été un extrait de fenugrec qui s'appelle testophène, qui est intéressant parce que c'est les seuls à avoir vraiment publié de manière assez importante avec des études comparatives contre placebo, et ça, c'est quand même utile. Bien sûr, la maca, la ashwagandha, pour stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire. Deuxième axe important, c'est inhiber l'aromatase et la 5-alpha-réductase, donc les deux enzymes, vous vous rappelez, testostérone, qui partent de chaque côté. Le séronolipins, le maca, l'orthyracine et l'épilobe. Lutter contre les effets du DALA, c'est-à-dire baisse de libido, baisse de la force musculaire, la dépression. Donc, vous avez le tribulus, le fenugrec, le maca, la ashwagandha et le ginseng dont on a déjà parlé. Donc, je ne vais pas le redétailler aujourd'hui, mais le ginseng est très androgénique-like, hein. C'est une plante connue. Alors, effectivement, elle est moins efficace peut-être que le fenugrec ou la maca ou le tribulus, mais des fois, juste le ginseng peut augmenter un petit peu la libido. Mais il y en a chez qui ça marche, il y en a d'autres chez qui ça ne marche pas. Et voilà, moi, j'ai fait plusieurs essais, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Souvent, c'est bien d'associer maca ginseng ou maca éleutérocoque, je ne l'ai pas mis là, mais ça peut être intéressant pour la libido. De toute façon, les plantes adaptogènes seront les bienvenues dans le déficit androgénique, hein.
Et puis, combattre l'insulinorésistance, donc combattre le gros ventre. L'adiposité viscérale, c'est l'ennemi public numéro 1, le gras viscéral, à la fois sur le cardiovasculaire, bien sûr, sur le déficit androgénique, mais aussi sur la prise de poids et la résistance à l'insuline. Donc, on a le tribulus qui va aider à améliorer la résistance à l'insuline, le fenugrec, la berbérine, je vais dire 2 mots, qui est très importante, et on en reparlera dans la perte de poids, l'artichaut et la cannelle. Alors, la croix de Malte, ou Tribulus terrestris, on en avait parlé dans les plantes adaptogènes, donc je ne vais pas le redétailler. C'est un anabolisant pro-érectile, stimulant de la spermatogénèse. Il améliore la libido, il augmente le taux de testostérone environ de 10%, mais seulement si les taux étaient déjà bas. Si les taux étaient relativement normaux, ça n'a pas d'effet. Il augmente la libido chez la femme, il améliore la fonction sexuelle. Alors là, c'est étude chez le rat, donc là, on ne peut pas confirmer chez l'homme. Favorise les fonctions œstrogéniques et la fertilité. Diurétique, antilithiasique, ça c'est anecdotique, mais c'est intéressant. C'est quand même intéressant parce qu'il peut y avoir des risques de lithiase aussi chez l'homme. Il est hypotenseur, donc chez les gens qui sont un peu hypertendus ou pré-hypertendus, ça peut être intéressant. On en a parlé la dernière fois sur les plantes de la circulation. Et il est cardioprotecteur. Vous voyez, il n'a que des qualités et quasiment pas d'inconvénients. Je vous ai mis ici juste la précaution d'emploi, femme enceinte, allaitante et enfant de moins de 12 ans. Il est très bien supporté, très bien toléré. Je n'ai pas d'effets secondaires à signaler. Et voilà les grandes indications: anabolisant, stimulant de la spermatogénèse, aphrodisiaque, stimulant de la libido, le DALA dont on parle. Et on en reparlera peut-être un petit peu dans son action antidiabétique dans le module sur le surpoids. La posologie mode d'emploi, c'est à peu près 300 mg de tribulus par jour, et vous pouvez doubler la dose si vraiment la personne ne va pas bien ou si l'effet sur la libido n'est pas spectaculaire. Vous avez beaucoup de labos qui font du tribulus. C'est rarement proposé de manière seule. C'est souvent dans des formules pour hommes, érection, libido. Les sportifs connaissent bien le tribulus. Il ne rentre pas dans le cadre des produits dopants. Il a été mentionné à une époque, il ne l'est plus. Donc, on peut le donner en toute liberté chez les sportifs qui veulent prendre un peu de masse musculaire. Alors, ça va pas être du bodybuilding, mais c'est pas mal à partir du moment où vous avez une activité physique soutenue et une prise de protéines suffisante, optimale et de bonne qualité. En général, il faut prendre un petit peu ce qu'on appelle la whey protein, ces protéines de petit lait, si on veut avoir une bonne biodisponibilité pour prendre de la masse avec le tribulus. Mais il y en a qui l'utilisent et ça marche plutôt pas mal chez l'homme et la femme. La perte de la masse musculaire chez la femme à la ménopause ou l'ostéoporose chez la femme aussi, c'est un vrai problème de testostérone et pas d'œstrogène. La maca, alors la maca, on l'appelle aussi le ginseng péruvien. Tubercule, on l'utilise essentiellement. L'aliment clé de la cordillère des Andes, c'est le ginseng péruvien et on le compare, on l'appelle le stimulant sexuel. Donc, fatigue, asthénie sexuelle, favorise le bien-être général, améliore la fertilité. Donc, ça, c'est pas mal quand il y a évidemment des oligo-azospermies. C'est les personnes qui ont, les hommes, les messieurs qui ont une quantité de spermatozoïdes insuffisant, une motilité insuffisante. Il peut y avoir des spermatozoïdes en bonne quantité, mais ils peuvent être complètement à l'arrêt. Et donc, ça permet d'agir sur la vitesse de déplacement des spermatozoïdes. Et bien sûr, on le donne aussi chez la femme pour stimuler sa libido. Donc, la maca, on l'utilise pour la baisse de la libido, la dysfécondité de l'homme, les fatigues physiques et cognitives. Accessoirement, ménopause, des bouffées de chaleur, ce n'est pas l'indication prioritaire. Vous serez dans des posologies de 500 mg matin et soir, en sachant qu'on peut doubler la posologie au départ s'il y a vraiment une grande fatigue, fonte musculaire, baisse de libido. Bien sûr, on ne le donnera pas chez la femme enceinte, allaitante et l'enfant de moins de 12 ans. L'ashwagandha, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est comme le ginseng. Je pensais que je l'avais enlevé, mais bon, on peut en dire 2 mots, vous le connaissez. C'est le ginseng indien, c'est un puissant adaptogène, tonique et aphrodisiaque. Il est aussi anti-inflammatoire, immunostimulant, neuroprotecteur. Il booste et régule les surrénales, donc il a beaucoup d'actions. Et il a un effet DHEA-like, je vous dis, c'est le seul
la seule plante qui a un petit effet sur l'hormone DHEA, qui est une hormone stéroïde androgénique surrénalienne extrêmement importante, en particulier parce que la DHEA a un effet neuroprotecteur. Donc, il faudra utiliser des extraits titrés d'ashwagandha, titrés en vitanolide, et la posologie, c'est entre 500 et 1000 mg par jour d'extraits secs. Vous avez ici la précaution d'emploi, etc., etc. Alors, le fenugrec, donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. J'ai mis à la fin, d'ailleurs, j'ai formulé un produit pour le laboratoire COPMED pour l'andropause, enfin pour le DALA plus précisément, et j'avais trouvé une étude sur le fenugrec. Et donc, du coup, j'ai demandé au laboratoire de mettre du fenugrec dans la formule que j'ai faite, et qui est sortie d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, puisque c'est sorti en janvier ou février de cette année. Et là, en recherchant sur les matières premières, on est tombé sur des études très intéressantes sur le fenugrec, en particulier parce que vous voyez, le fenugrec contient une substance qu'on appelle saponine. Donc, les saponines de furostanol et les saponines stéroïdiennes sont des copier-coller des petits frères jumeaux de la testostérone. Donc, lorsque les saponines sont ingérées, elles sont hydrolysées dans l'intestin et se décomposent en sapogénine. Et la structure de ces sapogénines va mimer l'effet de la testostérone. Donc, on peut dire que le fenugrec a un effet testostérone-like. Cela ressemble non seulement au cholestérol, mais aussi aux hormones stéroïdiennes, y compris l'aldostérone, le cortisol, les œstrogènes et la testostérone. Vous voyez, donc, c'est un composé assez intéressant. Alors là, j'ai trouvé pas mal d'études, donc je vous les ai mis. Je vous les ferai passer pour ceux que ça intéresse. C'est une clinique 6 semaines, vous voyez, en double aveugle, randomisé contre placebo, en 2009, sur 60 messieurs. Ils ont utilisé donc l'extrait de fenugrec qu'ils ont appelé, eux, testophène, et ils ont montré une augmentation statistiquement significative de la fonction sexuelle, des performances et de la satisfaction du groupe actif. Satisfaction auto-déclarée par une échelle ici, la DIS, la DISF, Derogative Interview for Sexual Functioning, excusez mon anglais, mon accent. Donc, les questions, c'était sur la force musculaire, le niveau d'énergie et le bien-être. Et dans tous les groupes, en tout cas le groupe qui prenait le testophène, a vu une nette augmentation de sa force musculaire. Et tout ça, c'est à retrouver sur PubMed avec les liens que je vous ai mis ici. Trigonella foinum, c'est du fenugrec. C'est son nom latin. Encore une étude, toujours 60 patients avec le testophène, activité anabolique significative, augmentation significative de la testo libre, soutien immunitaire, baisse significative de la graisse corporelle. On en reparlera dans la perte de poids, mais c'est particulièrement la baisse au niveau du tour de taille, du gras viscéral. Soutient le maintien de la taille musculaire malgré le maintien du poids global et la réduction de la graisse corporelle. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes en surpoids et avec une obésité plutôt androïde. Encore un essai clinique humain de courte durée randomisé, double aveugle, 12 semaines, sur 120 sujets de 40 à 75 ans. Alors on peut donner le fenugrec et le testophène chez les hommes qui n'ont pas forcément de DALA. On peut donner chez un sportif, chez une personne plus jeune qui veut booster sa testostérone, par exemple. Les résultats, baisse des symptômes normaux de l'andropause, assez rapidement, dès 3 semaines. Dans l'ensemble, il a été démontré que le testophène réduit efficacement les symptômes de l'andropause, améliore la santé sexuelle et augmente considérablement l'excitation, le désir sexuel, l'activité sexuelle et le niveau de la testostérone libre. Voilà, donc ça c'est le produit que j'ai formulé pour COPMED. Alors on y retrouve bien sûr le tribulus, le fenugrec, la maca. Bon, j'ai pas remis l'ashwagandha. Par contre, il y a le céronoripinse dont je vous ai parlé pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. J'ai mis la berbérine dont on reparlera dans le chapitre sur le diabète et le surpoids, et du chrome, bien sûr, mais ça, c'est pour d'autres raisons. C'est surtout pour la sensibilité à l'insuline. Voilà, je crois que j'ai terminé sur le déficit androgénique.